Ce programme législatif de l'Union populaire républicaine comporte des mesures fondamentales, récapitulées dans le programme de libération nationale. Et malheureusement, il est maintenant, il est épuisé, à défaut que je le sois. Il est épuisé, c'était le programme que j'avais présenté en 2012. Nous sommes en train de le faire réimprimer, mais étoffé et enrichi pour cette campagne de 2017. Je l'avais dit, je le répète, notre programme s'inspire étroitement du programme du Conseil national de la résistance de 1944, tout en l'actualisant aux conditions de 2017. Ça veut dire notamment que nous allons procéder à l'éviction des féodalités économiques et financières de la conduite de l'économie. C'est la formule même qui était utilisée par nos aïeux du Conseil national de la résistance. Au chapitre de la santé, je vais rapidement pour ne pas vous épuiser. Et encore une fois, je ne vais pas passer en revue, sinon j'en aurai jusqu'à 5 heures du matin. Mais tout ceci sera disponible sous 48 heures d'ailleurs, c'est en cours de mise en page sur notre site internet où vous découvrirez également les domaines dans lesquels je n'avais pas pu m'attarder ce soir. Mais la santé, c'est important parce que la sécurité sociale, qui a été instituée par les ordonnances d'octobre 1945, reste pour le peuple français une des très grandes conquêtes de la libération. Elle est l'objet d'un immense consensus dans la société française. Cet immense consensus, en revanche, ne plaît pas aux forces privées, à toutes les assurances privées, à tous ceux qui, en fait, veulent faire de l'argent sur la maladie, tout simplement, des êtres humains. Eh bien, nous voulons défendre bec et ongle la sécurité sociale. Nous voulons confirmer solennellement le rôle de la sécurité sociale, préserver son avenir et mettre un terme aux campagnes constantes de dénigrement dont elle est l'objet. Nous n'admettons pas que l'Union européenne détruise à petit feu la sécurité sociale française constamment par des manœuvres constantes de dénigrement, en organisant une mise en concurrence des médecins dans ce cadre, en organisant le déficit chronique pour promouvoir les mutuelles privées avec ce sketch permanent du fameux déficit de la sécurité sociale qui est parfaitement organisé. En reconnaissant les diplômes équivalents mais pas les formations, en nivelant par le bas les salaires de la profession, en imposant progressivement un médecin traitant, en promouvant la délocalisation des fabricants de médicaments, en faisant passer en force le TAFTA dont les Français ne veulent pas, en laissant la part belle aux lobbies pharmaceutiques, ce qui laisse et ce qui occasionne de façon permanente des conflits d'intérêts. Alors, nous ne pourrons appliquer toutes les mesures qui suivent qu'à une seule condition, sortir de l'Union européenne par l'article 50. Nous allons réaffirmer solennellement le rôle central de la sécurité sociale pour assurer une justice sociale entre les citoyens français aux dépens des assurances privées. Voilà. J'ai eu l'occasion de le préciser dans d'autres conférences. Je sais que sur une radio, on m'a brocardé déjà parce que je cite Hugues Capet et Saint-Louis. Voilà. Alors je me suis fait critiquer. On a trouvé ça un petit peu ridicule. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme vous le savez, je cite souvent des proverbes, et en particulier ce proverbe africain que j'aime bien, et qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». Et comme je l'ai déjà dit dans de nombreuses réunions publiques, je rappelle que notre goût pour les services publics à la française et notre goût encore plus particulier pour l'intervention de l'État dans le domaine de la santé ne remonte même pas à 1945,
mais remonte en fait à 1260, lorsque Louis IX décida de créer l'hôpital des 15-20 avec 300 lits pour guérir les aveugles. Et comme le dit son mémorialiste, qui était le confesseur de sa veuve, la reine Marguerite, il écrit les mémoires, et en 1303, il explique que cet hôpital des 15-20 avait été créé et financé sur la bourse du roi, c'est-à-dire en vieux français sur la bourse du roi, c'est-à-dire sur le trésor public. Et c'est cela qui, avec le fait que Louis IX rendait la justice sous son chêne, vous savez pourquoi il rendait la justice sous son chêne? Quand j'étais petit, moi je me disais, mais pourquoi c'est important que ce soit un chêne? Mais tout le monde s'en fiche que ce soit un chêne. Enfin bon, c'est le symbole de la force, rebut en latin. En fait, ce qui était important, quand Louis IX rendait la justice, c'était pas que ce soit sous un chêne, ni que ce soit à Vincennes, c'était son château. Ce qui était important, c'est qu'il rendit la justice. Et Louis IX faisait venir à lui tel ou tel grand féodal, et puis un pauvre manant, un pauvre paysan. Et en tant que de nécessaire, il écoutait les plaignants les uns et les autres. Et comme le raconte Joinville, de temps en temps, il disait « C'est toi, le paysan, qui a raison. Toi, le féodal, c'est toi qui as tort. Je vais te faire mettre en prison. » Et les Français ont découvert ce qu'était un État qui assure la justice et l'égalité, quelle que soit la condition sociale des gens. Seule la vérité doit primer. Et c'est pour cela, c'est pour avoir posé les bases d'un État qui assure la justice sociale, d'une part, et l'égalité sociale entre les Français, notamment par des grands services publics à la française, et notamment le service de santé. C'est justement pour cela que les Français, au milieu du Moyen-Âge, au milieu du XIIIe siècle, éblouis par leur roi, quand il est mort en 1270, ont demandé et obtinrent, à peu près 27 ans après sa mort, je crois que c'est en 1297, sa canonisation. Il devint Saint-Louis. C'est-à-dire qu'ensuite, tous les chefs d'État français, tous les rois de France plus exactement, descendaient d'un saint de l'Église catholique. Alors je ne parle pas ici de la justice, ça sera dans notre programme, mais j'insiste aussi sur la justice comme sur la santé, sur le fait que les Français ne sont pas des anglo-saxons. Les Français ne veulent pas d'une médecine pour les riches et d'une médecine pour les pauvres. Les Français ne veulent pas d'une justice pour les riches et d'une justice pour les pauvres. Nous assurerons une prise en charge de la maladie à 100% par la sécurité sociale. Nous inscrirons la sécurité sociale, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, dans la Constitution. Nous mettrons un terme à la marchandisation de la santé. Nous refuserons de la soumettre aux règles de la concurrence. Nous en reviendrons au principe qui avait été posé à la Libération, selon lequel chacun devait contribuer selon ses moyens et chacun recevoir selon ses besoins. Alors que de plus en plus, la médecine qui est en train d'arriver, c'est le contraire. C'est-à-dire que chacun devrait pouvoir recevoir selon ses moyens et contribuer selon ses besoins. Eh bien non, nous ne voulons pas que les gens reçoivent en fonction de leurs moyens. Nous voulons que tous les Français puissent avoir un accès égal et digne à la santé et à la médecine. Ainsi donc, nous arrêterons les déremboursements des médicaments. Ces déremboursements qui sont constamment imposés à nous par les efforts exigés par la Commission européenne, justement, de couper dans les dépenses publiques. Nous assurerons, je l'avais déjà dit en 2012, j'y reviens, nous assurerons un meilleur remboursement des frais de santé pour tous les Français, notamment, parce que ça n'est pas un luxe, notamment les soins oculaires et les soins dentaires. Moi, je ne veux plus qu'il y ait des sans-dents. Nous évaluerons la tarification des médicaments. Nous suspendrons
les autorisations de commercialisation pour des centaines de médicaments inefficaces, voire dangereux, tels qu'ils seront apparus après une étude indépendante, parce qu'il y a beaucoup de médicaments de cette nature. Nous reviendrons sur la liberté des prix pratiquée par les laboratoires pharmaceutiques. Notre objectif n'est pas d'entraîner à la ruine les laboratoires pharmaceutiques, bien entendu. Mais ne me tentez pas. Un laboratoire pharmaceutique doit dégager de l'argent, mener de la recherche, c'est vrai. Mais pas des profits colossaux, comme c'est parfois le cas. Et nous veillerons de ce point de vue-là à assurer la juste rémunération. Nous étudierons de près l'influence des laboratoires sur les médecins. Nous réglementerons les relations entre les laboratoires, les médecins et les organismes de santé publique. Madame Roselyne Bachelot a du souci à se faire. Nous nous émanciperons du poids pris par l'industrie pharmaceutique au sein de l'Union européenne. Nous assurerons d'ailleurs en la matière la protection effective des lanceurs d'alerte. Nous développerons et ouvrirons la recherche médicale publique. En matière de vaccination, nous imposerons l'obligation légale de fournir la forme trivalente rougeole, oreillon, rubéole. À ceux qui le souhaitent, bien entendu. Parce qu'actuellement, cette forme légale, qui l'on trouve d'ailleurs partout dans le monde, eh bien, il est de plus en plus difficile de l'obtenir en France. Nous réévaluerons à la hausse, bien sûr, les salaires du personnel des hôpitaux de l'assistance publique. Et nous porterons un soin tout particulier au personnel, justement, qui est d'un très grand dévouement, et aussi aux internes en médecine qui, parfois, travaillent pendant des centaines d'heures par semaine, alors qu'ils ne gagnent 3 fois rien. Et là, vous me permettrez d'ailleurs de faire une petite incidente, puisque c'est un petit problème familial. Ma fille est interne en médecine, en gynécologie obstétrique, et elle passe des dizaines et des dizaines et dizaines d'heures par semaine à travailler, et elle est dans un état d'exploitation invraisemblable quand elle gagne 3 francs 6 sous pour travailler peut-être 70 heures par semaine avec des responsabilités considérables. Ça n'est pas normal que des personnels en soient réduits à cette situation. Nous allons sanctuariser une médecine accessible sur l'ensemble du territoire. Nous allons mettre un coup d'arrêt au regroupement d'établissements et redonner l'indépendance à la médecine de ville comme en milieu hospitalier, en particulier la recherche au sein des CHU, en regroupant le nombre d'organismes de contrôle. Nous allons réexaminer, je ne dis pas qu'on va tout arrêter, parce que je suis quelqu'un de sérieux, de réaliste. Je connais aussi les contraintes budgétaires. Je ne vais pas me transformer en Père Noël, mais vous avez vu aussi toutes les économies qu'on va faire d'un autre côté. Nous allons réexaminer tous les projets actuellement en cours de fermeture d'hôpitaux et de maternités sur le territoire national. Dans certains cas, ça peut être justifié. Dans d'autres, non. Parce qu'il faut avoir un juste équilibre entre l'intérêt des patients, l'intérêt de la médecine et les coûts budgétaires. Il est possible que, dans certains cas, nous soyons amenés à arrêter définitivement les fermetures d'hôpitaux. Il y a certains hôpitaux locaux qui étaient parfois dangereux, c'est vrai, parce qu'ils n'avaient pas la taille nécessaire pour assurer une médecine de tout premier plan, c'est exact.
Si vous n'avez pas un certain nombre d'actes commis par an, par exemple, dans telle ou telle spécialité chirurgicale, ça peut devenir dangereux. Donc il faut se méfier de tout simplisme en la matière. Mais dans certains cas, il y a des hôpitaux qu'il n'est pas normal de fermer, puisque ça a aussi sa vocation d'aménagement du territoire. Nous redonnerons à la recherche hospitalière son indépendance vis-à-vis des agences régionales de santé et des cartels pharmaceutiques. Nous allons engager des poursuites judiciaires, si nécessaire, contre les officines, les sociétés de désinformation qui orchestreraient à l'avenir des grandes pandémies, des grandes peurs collectives à des fins d'extorsion de fonds publics. Si vous voyez ce que je veux dire. Quand on pense aux sommes phénoménales qui ont été dépensées en pure perte pour avoir le vaccin contre la grippe H1N1, etc., où je rappelle quand même que l'on a dépensé, je crois, le budget de l'INSERM, 1,750 milliard d'euros, pour acheter du Tamiflu qui n'a servi à rien, si ce n'est que d'agrandir les profits du laboratoire Roche et de celui qui possède la molécule, c'est-à-dire le laboratoire américain Gilead Sciences. Eh bien, nous, et l'on veillera, et le ministre de la Santé d'un gouvernement UPR veillera tout particulièrement à ce genre de manipulation. Nous lancerons une politique publique de médecine douce et alternative, bien entendu encadrée par des expertises médicales incontestables, mais enfin, l'acupuncture ou l'ostéopathie, par exemple, sont désormais des médecines qui sont reconnues et en partie remboursées. L'idée étant d'offrir, en tant que de besoin, une médecine moins uniquement dépendante des grands laboratoires privés ou pharmaceutiques. Et une médecine, d'ailleurs, plus douce et plus respectueuse de la volonté des patients. Encore une fois, encadrée par des expertises médicales. Il ne s'agit pas non plus d'accepter tout et n'importe quoi. Enfin, le 12e point, nous libérerons la santé de la mainmise des acteurs privés. Nous relancerons une politique publique de production des médicaments en France et nous favoriserons la recherche indépendante et publique. Nous assurerons une formation de qualité et des débouchés effectifs aux étudiants. Nous adapterons le numerus clausus aux besoins de la France. Nous dimensionnerons en conséquence les capacités de formation. Vous savez qu'il va y avoir des déserts médicaux qui vont arriver. On est dans une situation ahurissante, en fait, en France. Nous allons prendre les choses à bras le corps. Nous réaffirmerons le code de déontologie des professions de la santé. Nous préserverons l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de la mission. Nous réaffirmerons le libre choix du médecin par le malade, la liberté des prescriptions du médecin, l'entente directe entre le malade et le médecin en matière d'honoraires et le paiement direct des honoraires par le malade au médecin. Nous allons garantir la confidentialité de la relation patient-médecin, le secret médical et la protection des données, puisque maintenant, avec de plus en plus d'assurances privées, c'est de plus en plus tout le secret médical qui risque de disparaître par l'intermédiaire justement de dossiers informatiques généralisés.